Our past president, Jean-Raymond Lemaire, initiated the first contacts with the CEPEJ. He knows the functioning of the CEPEJ very well, and he will talk about the European Ethical Charter on the use of artificial intelligence in judicial systems and their environment. You have all received this document when entering the meeting. Jean-Raymond, please. Eh bien, bon après-midi à tous. Je me suis bien demandé pourquoi on m'avait choisi pour pallier l'absence de M. Korbanov. Et en tous les cas, ce n'est pas le physique parce qu'il ne porte pas la moustache. Donc voilà, il y a peut-être une autre raison. Plus sérieusement, je vais revenir sur rapidement, je ne vais pas passer très longtemps, mais disons 10 minutes, un quart d'heure, ce que fait la CEPEJ et l'impact et le travail qu'elle mène et qu'elle envisage de mener sur les problèmes d'intelligence artificielle, y compris sur les domaines éthiques dont parlait tout à l'heure Robert Ranquet. Et puis, si vous avez des questions, je répondrai volontiers. Donc, premier, je vais vous rafraîchir la mémoire, mais je pense que vous connaissez tous. Le Conseil de l'Europe, c'est ce qu'on appelle la Grande Europe, c'est-à-dire les 47 pays européens. C'est un organisme qui est aujourd'hui et qui est basé à Strasbourg et qui est, vous avez tous les pays là, je ne les connais pas tous par cœur, et cet organisme est très connu puisque c'est le lieu où siège la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est un peu l'autorité morale de l'Europe, puisque, comme ça ne vous a pas échappé, dans l'Union européenne aujourd'hui, nous n'avons pas de cour de cassation ou de cour suprême, même si aujourd'hui la Cour de Luxembourg commence à prendre un peu plus d'importance. Mais pour l'instant, en Europe et dans le monde, le référentiel, c'est quand même les droits de l'homme et c'est quand même le travail du Conseil de l'Europe. Donc, ah oui, il faut que je passe mes slides. Alors, bon, c'est en gros ce que je viens de vous dire. Donc, il y a beaucoup de choses autour de ce Conseil de l'Europe. Je vais plutôt me focaliser sur la CEPEJ, que je connais mieux. Alors, la CEPEJ, c'est un nom un peu compliqué. C'est un groupe de travail permanent qui est aussi basé à Strasbourg, qui dépend du Conseil de l'Europe et du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe. C'est un organisme qui travaille pour améliorer l'efficacité des systèmes judiciaires en Europe. Alors, améliorer dans tous les sens. Améliorer tant d'un point de vue efficacité, ça va même jusqu'à comment on doit concevoir les nouveaux palais de justice. On appelle plus ça des palais de justice, mais puisque le mot palais et le mot justice, c'est quelque chose qui ne va pas bien maintenant. En tous les cas, comment on peut concevoir des nouveaux lieux d'accueil pour rendre la justice et pour recevoir les justiciables. Par exemple, il y a 2 ou 3 ans ou 4 ans, assistant à un groupe de travail, j'ai découvert qu'une des premières prérogatives aujourd'hui, c'était de mettre une crèche. On conseille aux gens de mettre des crèches dans les grands tribunaux de façon à ce que les parents ne soient pas ennuyés par leurs enfants lorsqu'ils doivent venir traiter un cas, ce qui n'est pas idiot, de mettre une cafétéria et de mettre des toilettes assez propres. Donc des choses assez pratiques, ça peut aller à ce niveau-là, jusqu'à des choses beaucoup plus, je dirais, éthiques et des propositions beaucoup plus contraignantes sur l'éthique d'un certain nombre de choses. Ça parle aussi d'efficacité financière, et j'y reviendrai un petit peu là-dessus. Donc, CEPEJ, il y a des représentants de 47 pays. Ces représentants sont majoritairement des magistrats et ou des gens qui sont délégués par les ministères, ils sont toujours délégués par des ministères de la Justice des 47 pays, mais ils peuvent être fonctionnaires, ils ne sont pas obligatoirement magistrats, ils sont en tous les cas dans les systèmes judiciaires des 47 pays. Par ailleurs, ils ont un certain nombre d'observateurs avec qui ils travaillent. Donc il y a les représentants des autres professions judiciaires, donc les avocats, les notaires, les huissiers. Je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais Alain Pilote, tout à l'heure, quand il parlait de practitioner, quand il parlait en anglais.
Donc il y a aussi les praticiens de ce monde judiciaire. Et ça, c'était pour inclure les experts judiciaires, puisque l'expertise judiciaire dans la majorité des pays de l'Union européenne et du Grand Europe ne sont pas des professions, ce sont des activités. Donc on ne peut pas parler de la profession d'expert judiciaire. En tous les cas, ça ne couvrirait pas ni les experts judiciaires belges, ni les experts judiciaires français, ni les experts allemands, ni les experts de l'essentiel des pays d'Europe. Donc on a le mot anglais est practitioner, donc les praticiens des systèmes judiciaires. Il y a également, je ne veux pas les oublier, les greffiers. Alors c'est un nom un peu plus compliqué. Je pense que en Deutsch ou en allemand, c'est un mot beaucoup plus compliqué que je ne sais pas prononcer, mais ce sont les gens qui travaillent sur les aspects administratifs dans les juridictions. Et puis, il y a des observateurs externes. Donc l'Institut européen est observateur auprès de la CEPEJ. Ça veut dire qu'on participe à leurs travaux. On n'a pas de droit de vote. On n'a que la possibilité de s'exprimer, de donner notre avis et de participer aux travaux. C'est déjà beaucoup. Nos voisins sont intéressants. On s'assoit à côté de la Commission européenne, qui est aussi membre observateur, et on s'assoit auprès d'un certain nombre de l'OCDE, de gens comme ça. Donc c'est un organisme qui fait des travaux de manière assez pratique, avec beaucoup de gens intéressants autour des tables, et en général ça débouche, c'est plutôt efficace. Ce qui est d'ailleurs le titre de leur groupe de travail. Pour faire rapide, ils ont 4 groupes de travail principaux. Le premier, le plus connu, s'appelle le groupe évaluation. Alors, est-ce qu'il faut que je change de page, peut-être? Je suis navré, on a fait les slides pendant le déjeuner, hein, c'est pour ça que c'est... Non, bon, ça doit être marqué là quelque part. Donc, en tous les cas, vous l'aurez dans la présentation qui vous sera adressée après. Donc il y a un groupe qui s'appelle évaluation. Alors ce groupe de travail est très très important. Il travaille depuis 12 ou 14 ans en Europe. Il envoie un questionnaire sur l'efficacité des systèmes judiciaires dans les 47 pays et les États renvoient et répondent à toutes ces questions. Ces questions, en termes de volume, ça représente 500 à 600 questions. Ça va par exemple, parlons des magistrats, ça va par exemple de la recherche des salaires qui sont pratiqués vis-à-vis des magistrats, en fonction de l'ancienneté, en fonction du sexe, en fonction de... puisqu'il y a toujours ce problème de discrimination homme-femme. Et dans la magistrature, comme c'est une profession qui est de plus en plus féminisée, le sujet est assez aigu. Donc ça va sur les salaires, ça va sur les temps de travail, ça va sur le nombre de dossiers traités, ça va sur un certain nombre de choses comme ça. Ça a quelquefois des effets induits, donc comme c'est juste après le déjeuner, même s'il n'était pas très plantureux, il était d'ailleurs très bon. 2 petites blagues mais réelles. C'est comme ça que les magistrats allemands ont découvert qu'ils étaient moins payés que l'essentiel de leurs collègues européens, d'où un impact en Allemagne, puisqu'il a fallu augmenter les magistrats qui étaient moins bien payés que leurs collègues. Et l'autre histoire réelle, c'est que c'est comme ça que le gouvernement italien a découvert que les magistrats italiens avaient 2 semaines de vacances de plus que tous les autres magistrats européens, et donc leurs vacances ont été sucrées. Donc ça a des effets quelquefois de bord qui n'étaient pas prévus et qui ne sont pas toujours bien acceptés. Alors, les gens répondent à ces 500 questions ou 600 questions sur tous les domaines du système judiciaire. Évidemment, il y a le coût des procédures quand il peut être maîtrisé. Évidemment, d'où l'intérêt de l'intelligence artificielle, hein, parce que tout ce qui va faciliter le travail d'un juge et qui va lui permettre de gagner du temps, c'est beaucoup d'argent. Et il faut bien comprendre que le budget du ministère de la Justice n'est jamais un enjeu électoral. Donc c'est toujours un budget qui est difficile à augmenter parce qu'il n'a pas de poids politique très important. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, gardez ça en tête, hein, sera de toute façon mise en œuvre le plus vite possible par les gouvernements parce qu'ils y voient une source d'économie substantielle. Donc, je reviens à mes questionnaires. Donc, tous les pays répondent à ces 500 ou 600 questions. C'est plus compliqué pour certains pays que pour d'autres. Par exemple, l'Allemagne.
puisque comme ils ont ou des parties de l'Espagne, comme ils ont une grande autonomie dans les Länder, ils ont des systèmes qui sont différents, donc ils sont obligés d'abord de faire répondre tous les Länder, puis de consolider. Donc, alors on sait, parce que les collègues allemands qui participent à ces travaux nous expliquent que pour eux, c'est toujours très compliqué de répondre à ces pages. Quoi qu'il en soit, il y a aujourd'hui une base de données qui doit couvrir 12 ou 14 années, je ne sais pas exactement, je pense que c'est 12 années plus les 2 qui sont en train de se faire. Toutes ces données sont collectées depuis 12 ans, sont disponibles sur les sites, puisqu'ils ne sont plus édités, c'est plus éditable, il y a trop de données, c'est le problème de ce matin, qu'est-ce qu'il y a suffisamment de données, trop de données, il y a beaucoup de données en tous les cas, beaucoup trop pour que ça soit publié sur du papier. Il n'y a pas de notion de classement, on conseille aux gens d'exploiter ces données en comparant la taille des pays et le PIB de chaque pays rapporté à chaque habitant pour voir, ça serait un peu idiot de comparer par exemple l'économie du système judiciaire allemand avec l'économie du système judiciaire azerbaïdjanais. Je prends l'exemple parce que j'ai pris sa place, mais évidemment, ce n'est pas le même type de problématique, ce n'est pas le même type de budget, etc. Donc il y a une masse d'informations qui est aujourd'hui contrôlée, qui est mise en forme par la CEPEJ et qui est sous le contrôle des représentants des 47 pays qui se réunissent en général en assemblée plénière hors Covid, quand il n'y a pas de période de Covid, en assemblée plénière 2 fois par an et qui adoptent un certain nombre de textes. Pour les autres, je vais aller beaucoup plus vite. Il y a un groupe de travail qui s'appelle Saturne, peu importe les noms, retenez plutôt les fonctions et à quoi ça sert. Saturne, qui est dirigé par un Suisse, Eval, je sais plus en ce moment. C'était avant, M. Gurbanov, il travaillait. Donc Saturne, c'est l'organisation des travaux, des tribunaux, c'est là où je parlais de cafétéria et autres. Il n'y a pas que cafétéria. Il y a en particulier tout l'apport des techniques et de la dématérialisation et du numérique pour changer les conditions de travail des magistrats dans toute l'Europe. Il y a ensuite un groupe de travail qui est plus élitiste qui s'appelle Qualité, qui est le premier sur lequel nous on a travaillé, où on nous a demandé de participer et d'être observateurs, nous l'Institut. Il fait un certain nombre d'études ciblées et en particulier il y a 4 ou 5 ans, sous notre impulsion, la CEPEJ a produit les premiers guidelines, les premières règles de bon comportement sur l'expertise judiciaire, avec une exception, c'est qu'on n'a pas traité le problème des experts judiciaires anglais, ou équivalents, ou espagnols, qu'on appelle des experts witness, qui sont des experts de partie, qui prêtent serment, qui donc ont aussi une fonction judiciaire. Mais ça n'a pas été fait à ce moment-là, et pour l'instant, ça n'a pas été réactualisé. Mais c'est d'ailleurs dans ce document que pour la première fois en Europe, il y a une première tentative de définition de ce qu'est un expert judiciaire. Bon, c'est plus anecdotique aujourd'hui, puisque ça a évolué, ou Robert Ranquet, qui était tout à l'heure, peuvent en parler, puisqu'ils ont participé à ces travaux pour définir ce qu'est un expert judiciaire en Europe. Et puis, un groupe qui vit ou survit de temps en temps en fonction des capacités financières de la CEPEJ, qui est un groupe de travail qui s'occupe de médiation, comme Alain Pilet tout à l'heure en parlait au niveau du Conseil de l'Union européenne. Évidemment, tout le monde est preneur de développer la médiation, donc la CEPEJ aussi. Et enfin, le dernier, qui est celui dont je vais parler un peu plus, qui est Cyberjust, qui est un groupe de travail qui a fait quelque chose d'extraordinaire que je vais vous présenter. Et je suis très fier au fond de moi d'avoir assisté ce jour-là. J'étais rien, je n'ai même pas eu le droit de vote, mais j'avais travaillé dans ce groupe et les travaux ont été acceptés par la plénière en décembre 2018, donc c'est récent. Et là, il faut que je change de slide. Je suis navré, je suis moins rodé que les autres. Et qui est l'objet de ce petit bouquin qui vous a été donné ce matin, en français ou en anglais. Si vous ne l'avez pas, prenez-en un, c'est vraiment important, qui est la charte éthique européenne d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement. Alors, qu'on soit bien clair,
retenez tout ce que vous voulez de tout ce que je viens de dire, sauf une chose, enfin surtout une chose, cette charte ne s'applique qu'au système judiciaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas vocation à donner des règles d'éthique, puisque c'était le sujet qui était abordé tout à l'heure pendant la table ronde, sur par exemple les outils qui vont être mis à disposition des médecins avec de l'intelligence artificielle. Il est consacré qu'au système judiciaire. Par contre, gardez en tête que la maison mère, passez-moi l'expression si vous permettez, la maison mère de la CPEJ est le Conseil de l'Europe. Et le jour où le Conseil de l'Europe fait une recommandation, ça peut se terminer bien, puisque ça se termine, en tous les cas pour le problème fondateur du Conseil d'Europe, par les droits de l'homme. Donc il y a un côté moral très fort, et on pense tous que la charte que je vais esquisser devant vous en quelques instants, qui est sur les bonnes règles, le bon fonctionnement des systèmes judiciaires avec l'intelligence artificielle, pourrait être étendue, ou en tous les cas pourrait inspirer beaucoup de domaines. Alors, excusez-moi, je prends mes notes pour ne pas me tromper. Décembre 2018, cette charte dit 5 choses principalement. Premièrement, tous les systèmes judiciaires, tous les systèmes informatiques, pardon, tous les outils informatiques, systèmes informatiques qui vont être montés et qui vont entrer en jeu dans des décisions judiciaires, qui vont aider les magistrats à rendre la justice, etc., etc. Tous ces systèmes devront, par principe, et je ne rappellerai pas à chaque fois par principe, mais c'est dans le texte, respecter les droits fondamentaux. Bon. C'est la moindre des choses quand on est au Conseil de l'Europe que de respecter les droits fondamentaux. Et puis, c'est quand même la moindre chose des pays démocratiques. Donc, voilà. Deuxième principe, tout aussi évident, mais encore faut-il l'écrire, il ne doit pas y avoir de discrimination entre les individus et les groupes d'individus. Ce qui d'ailleurs repose un des problèmes, j'en profite, puisque ce matin j'ai écouté, j'étais très, très intéressé, parce que ce n'est pas mon domaine, moi je suis informaticien. C'est quand même la moindre des choses, mais c'est tellement facile à travers, volontairement ou pas volontairement, à travers un système d'intelligence artificielle, quand on ne maîtrise pas tout à fait la manière dont on va exploiter les données pour apprendre, c'est tellement facile d'introduire un biais, par exemple un biais qui pourrait affecter des migrants, ou des gens d'autres nationalités, ou des gens d'autres origines, ou des gens minoritaires dans les pays. Donc il faut être extrêmement vigilant, et ce principe numéro 2 est majeur. Le troisième, c'est respecter le principe de la qualité et de la sécurité. Donc là, c'est un petit peu tout le problème de la reproductibilité, comprendre qu'il faut que les modèles de données, les modèles de mise en œuvre des algorithmes, tout ça soit clairement expliqué, qu'ils soient compréhensibles, etc., etc. Le point qui, moi, me concerne le plus et sur lequel je fonde le plus d'espoir et qui est une bonne idée pour essayer de sortir de ces problèmes d'éthique, en tous les cas de sortir par le haut, c'est-à-dire en essayant d'en mettre en place, c'est un principe de transparence, de neutralité et d'intégrité intellectuelle. Alors, transparence, je viens d'en parler un peu au niveau de la sécurité et de la qualité, mais évidemment, il faut que ça soit transparent. Ça pose un problème, ça pose le problème des sociétés qui était évoqué tout à l'heure dans la table ronde, à savoir qu'il y a des sociétés privées qui ont du savoir-faire et elles ne vont pas bien comprendre pourquoi elles vont être obligées d'expliquer comment elles ont fait. D'ailleurs, quand elles le maîtrisent, puisque en intelligence artificielle, on en parle beaucoup, mais c'est beaucoup d'exploitation de données pour apprendre. C'est aussi du paramétrage dont on ne maîtrise pas très bien pourquoi on a fait ce paramétrage. On le fait en regardant les effets que ça donne. Donc c'est quelquefois un petit peu compliqué et c'est quelquefois un petit peu foncé, pour ne pas dire noir, et black box dans un certain nombre de traitements mis en œuvre. Donc, transparence, neutralité, bon, bien sûr, et intégrité intellectuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces méthodes de traitement
des données doivent être expliquées, accessibles. Et là, on est sur le domaine de la propriété intellectuelle et du secret des affaires. Donc, il va y avoir une discussion entre les États et les sociétés qui vont produire ces outils, qui sont en train de les produire. Et puis, la possibilité de faire des audits externes. Et là, on rentre sur un sujet majeur, parce qu'on n'est plus tout à fait sur le principe, on est sur quelque chose de concret. Ça peut paraître extrêmement compliqué, hein, parce que les choses vont changer. C'est par essence un système qui fait appel à l'intelligence artificielle, c'est du deep learning, enfin c'est donc quelque chose qui évolue. Donc c'est compliqué de gérer l'évolution, tout ça est compliqué. Ceci dit, quelqu'un un jour me faisait remarquer, on arrive bien à demander à des commissaires aux comptes de certifier les comptes de grands groupes mondiaux. On doit pouvoir arriver en se creusant la cervelle et en y travaillant, même si ça nous paraît impossible aujourd'hui, à pouvoir auditer régulièrement et sérieusement les systèmes informatiques faisant appel à l'intelligence artificielle. Je vous conseille d'en reparler avec Ranké, parce que c'est un grand spécialiste de tout ça. Et le dernier, c'est un autre point qui a été aussi abordé ce matin, donc je renfonce les portes de ce matin, c'est les systèmes qui font appel, les systèmes qui interviennent dans les décisions judiciaires, qui sont utilisés pour faire une décision judiciaire, doivent dépendre de tous les cas, doivent être sous la maîtrise de l'utilisateur, des utilisateurs, donc des magistrats dans le cas d'espèce. Alors ça, c'est compliqué, puisque ça va dépendre du magistrat, ça va dépendre de la personne qui va rendre cette décision de justice, ça va dépendre de ce que les États vont décider en termes de processus. Est-ce qu'il y aura des décisions qui seront automatiques, par exemple des condamnations impayées, qui sont des choses assez simples, qui sont des contentieux de gros volume. Il y a des règles, dans notre pays qui est la France, il y a des règles assez simples. Si ce n'est pas contesté, une facture, elle doit être payée, point, et la personne est condamnée à payer, quoi qu'il arrive. Enfin, c'est plutôt des entreprises d'ailleurs. Sauf appel, donc on inverse la charge de la preuve. Donc, c'est un sujet. On va voir comment ça se passe. Aujourd'hui, ce groupe de travail, qui, d'après ce que j'en sais, je n'ai pas assisté la dernière fois, d'après ce que, comme on dit, les collègues qui ont assisté, pas forcément très efficace maintenant, alors qu'il a produit cette charte. Le groupe de travail aujourd'hui a l'air d'avoir un peu d'hésitation pour fonctionner. C'est plus compliqué à distance, etc., etc. Ce qu'il faut faire en tous les cas, c'est diffuser cette charte. Il faut la populariser. Il faut montrer que c'est des vrais sujets. Il faut que les gens comprennent. Et les travaux de ces prochaines années, c'est comment on va faire pour auditer, contrôler et regarder les modes de fonctionnement de ces systèmes utilisant l'intelligence artificielle et qui permettent d'aider à rendre la justice. C'est un effet d'exemple qui sera porté par l'aura qui est attachée au Conseil de l'Europe. J'ai fini, je ne sais pas si c'était trop long, trop court, j'ai fini. Je vous remercie.